Bon, merci à tous et à toutes d'être venus à une de ces premières tables rondes de la journée. Voilà, c'est pas forcément évident d'arriver à l'heure en région parisienne. Donc aujourd'hui, nous allons aborder en fait une table ronde qui porte sur le Wi-Fi, en tout cas son évolution dans la version Wi-Fi 6, la 5G, la 5G privée. Alors la thématique, bien évidemment, pourrait être beaucoup plus large quand on parle surtout d'une réflexion qui doit s'imposer autour, ne serait-ce que de ces trois aspects. Et pour effectivement planter un petit peu le décor, je vais effectivement déjà me présenter en tant que modérateur. Donc je suis Dominique Devèvre. Donc j'anime en fait une communauté de managers de transition qui a pour charge d'accompagner bien évidemment d'une manière très opérationnelle les entreprises, petites, moyennes ou grandes, dans leur transformation au sens large, et pas forcément que les aspects numériques. Je pense qu'on y reviendra, notamment au travers des différents cas d'usage que nos interlocuteurs ici présents, qui vont également se présenter, vous présenteront. Alors on a, bien évidemment, vous vous doutez bien, préparé un petit peu cette table ronde ensemble. Alors les sujets sont assez vastes, autour de la réflexion forcément des technologies wireless. On en a retenu quelques-unes, et bien évidemment, ça sera égrené au travers d'un jeu de questions-réponses que j'aurai avec mes interlocuteurs, et on vous laissera bien évidemment un moment de questions-réponses à la fin de cette table ronde. Alors les thèmes, on peut les reparcourir ensemble et on les égrènera, comme je vous l'expliquais, un petit peu en détail après. Donc on a déjà effectivement le fait de regarder peut-être plus en détail l'opportunité ou les opportunités qu'apportent ces nouvelles technologies. Ensuite, on abordera bien évidemment l'aspect modèle économique, puisque selon les cas d'usage, on peut très vite se rendre compte que certains aspects se trouvent limitants. Ensuite, il y a un gros volet autour, bien évidemment, de la sécurité, donc de tout ce qui est autour de l'IT, puisque si on parle effectivement de technologie sans fil, forcément, ça nécessite toute une envergure de communication élargie. On parlera bien évidemment certainement de produits et de solutions, puisque la question est clairement posée aujourd'hui, et surtout avec nos interlocuteurs. Voilà, la 5G est annoncée, c'est toujours l'histoire de la poule et l'œuf. Est-ce qu'il y a des produits ? Voilà. Ça peut paraître effectivement important d'en parler. Et puis on a également ici une vision qui sera abordée surtout sur la partie en fait institutionnelle, pour savoir effectivement à la fois au niveau de la vision européenne, mais également au niveau français, par extension. Je dirais les tenants, les aboutissants, je dirais, de ce que peuvent être ces technologies aujourd'hui, notamment bien sûr, vous l'aurez compris, la 5G, mais ce qu'elles peuvent être également demain. Voilà, sur l'aspect législatif notamment. Eh bien, je propose effectivement du coup d'enchaîner et de laisser la main à mes collègues autour de cette table pour effectivement se présenter et présenter leur entreprise en quelques mots. Et puis après, on enchaînera sur ces différents points. Peut-être dans l'ordre. Alors, Benoît Tournier. On va commencer par le bas de cette page, en charge du business développement et marketing des solutions IoT chez Sierra Wireless. Sierra est une entreprise canadienne, globale, qui propose des produits et services de communication cellulaire un petit peu partout dans le monde maintenant, avec un siège au Canada sur la côte ouest, à Vancouver, une représentation aussi bien dans l'ingénierie que le support technique, le commercial en France, à Paris, pour rayonner sur toute la zone Europe. Et puis une entité également en Asie-Pacifique, Hong Kong et Australie, pour servir cette zone APAC. Donc chez Sierra, on propose historiquement depuis plus de 25 ans maintenant des produits, à l'époque M2M, maintenant on parle d'IoT, donc sur la base des technologies de communication cellulaire essentiellement, c'est là-dessus que Sierra Wireless a beaucoup d'IP. Bien entendu, on mixe un certain nombre de technologies wireless, en particulier dans nos solutions de routage, nos routeurs combinent du Wi-Fi, bien sûr, pour la communication wireless locale et du cellulaire, donc maintenant 5G en particulier avec un certain nombre de déploiements dont on parlera.
Voilà. Et puis, on s'appuie sur un réseau de partenaires, bien entendu, pour intégrer ces produits et solutions. Ici, sur le salon, on est représenté par Sphinx, qui commercialise nos produits et solutions. Voilà. Je laisse la main à... Oui, bonjour à tous. Donc Joël Rosenberg. Moi, je suis le directeur de développement France de EIT Manufacturing. EIT Manufacturing, c'est une émanation de la Commission européenne. C'est une institution européenne qui est une filiale de l'EIT. EIT, Institut européen pour l'innovation et la technologie, qui a 8 branches, une branche digitale, une branche santé, une branche climat, une branche énergie. Nous sommes la huitième des branches dédiées au manufacturing, et notre mission, c'est d'accompagner sur le sol européen la transformation digitale des entreprises industrielles, donc présents en Europe, et donc leur transformation vers l'industrie 4.0. Donc le débat du jour sur les nouvelles modalités de communication Wi-Fi 6, 5G est important pour nous, parce que dans cet accompagnement vers l'industrie du futur, le wireless et l'immense augmentation d'usage des données que va provoquer la 5G, c'est un moyen d'avoir des ateliers plus automatisés, plus flexibles, d'avoir de la robotisation qui pourra travailler avec les hommes et les femmes dans les usines. Et donc, pour nous, c'est un sujet évidemment très important. Oui, bonjour, et pour finir, donc Ronan Lebras. Donc moi je suis chez Orange, et en particulier dans l'entité Orange Innovation, donc qui est anciennement Orange Labs pour ceux qui connaissent, et en charge d'une équipe transverse qui conseille nos entités, que ce soit nos filiales donc en Europe ou en MEA, mais également Orange Business Services, sur tous ces sujets des réseaux spécialisés, donc l'IoT, les réseaux privés pour entreprises, et aussi le Fixed Wireless Access. Donc j'ai une équipe transverse, et on regarde en fait tous les aspects de ces solutions de connectivité spécialisées, et on essaie de répondre aux besoins des clients, en apportant un support à la fois sur le bon choix de la technologie de connectivité, mais aussi tout ce qui va avec l'analyse des use cases, les aspects sécurité, cybersécurité quand c'est nécessaire. Donc, et ça l'on fait donc au sein de Orange Innovation, avec un focus récemment effectivement sur tout ce qui est réseau 5G et réseau privé, mais ça avait déjà commencé avec l'apparition de la 4G, les réseaux type PMR, et du Wi-Fi avec le Wi-Fi 6 plus récemment. Alors, belle transition, Ronan. Donc du coup, pour aborder effectivement l'une des thématiques convenues dans cette table ronde, donc j'aimerais bien effectivement de nouveau à tour de rôle que vous puissiez effectivement nous préciser sur des études de cas concrètes qu'on a préparées ensemble, notamment les opportunités donc de ces nouvelles technologies, que ça soit ou du Wi-Fi ou du réseau donc cellulaire, pour innover et donc pour moderniser concrètement l'activité des entreprises. Donc je ne sais pas qui commence. Alors, moi je vais commencer. Donc en fait, effectivement l'arrivée en particulier de la 5G coïncide avec d'autres évolutions dans le monde de l'entreprise, et ça accompagne la digitalisation des entreprises, la transformation numérique des entreprises. Donc en fait, c'est pas juste une nouvelle technologie radio qui arrive, c'est également tout un nouveau modèle de déploiement, une nouvelle façon d'apporter une solution qui répond aux besoins et qui soit assez agile. Donc en fait, avec la 5G, on a des aspects Customer Edge, virtualisation, donc le déploiement de la 5G, surtout dans le cadre des entreprises, des réseaux privés ou privatifs,
va être complètement flexible. Donc en fait, on va avoir une brique technologique commune, mais qui va être adaptée à chaque client. En fait, un client industriel n'a pas les mêmes besoins qu'un autre. Et en fonction des environnements, des contraintes, des régulations, la 5G va être, on pourrait dire, adaptée. Et donc ça, par exemple, c'est ce qu'on explore avec différents projets, donc des projets qu'on appelait des projets de co-innovation. Donc les plus avancés actuellement sont ceux avec Schneider Electric. Donc on a plusieurs cas d'usage qui ont été explorés avec Schneider dans le cadre d'une usine pilote. Donc un déploiement de réseau 5G privé a été déployé, d'abord en NSA et ensuite en SA. Et puis Schneider a identifié quelques cas d'usage, en particulier autour du technicien augmenté, autour de l'utilisation de la vidéo pour faire par exemple des audits à distance. Et ça montre vraiment l'apport de la 5G. C'est-à-dire ce ne sont pas des use cases qu'on aurait pu adresser en tant que tel avec de la 4G, puisque ça faisait appel à des besoins de plus faible latence et de débit plus élevé. Donc en fait, ce que ça montre, c'est que la 5G apporte des fonctionnalités supplémentaires et ça permet à certaines entreprises de résoudre des pain points, comme on dit, donc qui sont la formation et l'accès à la documentation en temps réel. C'est-à-dire qu'un technicien augmenté, il peut avoir une opération de maintenance à faire sur des équipements et grâce à ses lunettes, il a accès à une bibliothèque d'informations qui lui permettent de résoudre le problème plus rapidement. Donc, et puis l'autre aspect, c'est par exemple l'audit à distance. Donc, ils ont un robot un peu de téléprésence qui permet de faire une visite d'usine sans se déplacer. Il faut voir que les visites d'usine pour faire des audits, ça peut être très coûteux. Puis on a vu que pendant la période du Covid, c'était très difficile d'envoyer une personne à l'autre bout du monde. Donc si ça peut être fait via un robot de téléprésence avec de la 5G, c'est un process qui va aller plus vite, des réponses qui vont arriver beaucoup plus rapidement. Donc pour l'entreprise, c'est un gain en efficacité et un gain opérationnel non nul. Donc là, on voit vraiment l'apport de la 5G. Et la façon dont on le fait chez Orange, c'est vraiment, avec ses premiers projets de co-innovation, c'est d'identifier les apports de cette technologie et la façon dont elle doit être déployée. Donc c'est rentrer vraiment dans les détails du use case. C'est un accompagnement complet qu'on a mis en place sur ces premiers projets. Alors, il y a celui de Schneider, il y en a un autre avec Lacroix, et puis en Belgique aussi avec le port d'Anvers, par exemple. Donc c'est vraiment aller très loin pour comprendre comment la 5G s'inscrit dans cette transformation numérique. Benoît ? Oui, alors, deux retours d'expérience. Un premier retour d'expérience qui concerne des exploitations commerciales maintenant sur ces réseaux cellulaires privés. J'ai envie de parler de FirstNet aux États-Unis en particulier, qu'on accompagne depuis bientôt 3 ans maintenant. Alors au début c'était des réseaux 4G privés, maintenant on a des premiers déploiements en réseau 5G privé. FirstNet c'est un réseau dédié au public safety, donc tout ce qui est force d'intervention, police, pompiers, ambulances, premiers secours, mais avec une notion de priorité aussi d'accès à ce réseau pour des organisations d'importance vitale, ce qu'on appelle en France les OIV, donc il y a un peu l'équivalent aux États-Unis. Et ce qu'apportent ces réseaux-là, c'est la capacité à prioriser un certain nombre d'usagers en fonction de leur profil utilisateur pour leur donner le droit de préemption sur certaines stations pour avoir accès au réseau. Mais par défaut, je dirais, ce réseau FirstNet est dédié au public safety. Et donc là, Sierra OS a déployé énormément de routeurs broadband qui donnent accès à ces réseaux privés. Et donc là, on voit bien une coexistence entre le Wi-Fi et le cellulaire. C'est-à-dire que au niveau topologie réseau, vous avez une antenne qui peut être déployée en fixe ou en situation ad hoc pour couvrir des zones temporaires comme des stades dans lesquels il peut y avoir des événements et dans lesquels les public safety doivent pouvoir intervenir. Donc là, il peut y avoir une constitution d'une cellule ad hoc et les routeurs cellulaires, dans ces cas-là, vont
se connecter à cette station et proposer un réseau Wi-Fi local pour permettre aux forces d'intervention rapide de connecter un certain nombre d'équipements. Donc les équipements qui peuvent se connecter, ça peut être des drones, des caméras qui portent sur eux, des capteurs qui monitorent leurs données biométriques. Donc tout ça, ce sont des équipements, des capteurs sans fil, Wi-Fi, qui nativement ne sont pas connectés en cellulaire, qui n'ont pas de radio cellulaire, mais qui sont connectés sur ce point d'agrégation, ce routeur en Wi-Fi, qui lui-même est connecté en 4G, 5G sur le réseau privé. Maintenant, ces policiers ou ces forces d'intervention, elles sont équipées également de smartphones broadband, 4G, 5G, qui se connectent non pas au routeur, mais directement sur le réseau cellulaire. Donc là, on a une topologie vraiment qui mixe les deux technologies sans fil d'accès qui marchent, qui fonctionnent, qui est sur le terrain. Donc je parle de FirstNet aux États-Unis, mais il y a Lanes en Australie, il y a l'ESN en UK. Donc il y a un certain nombre de déploiements qui sont déjà très représentatifs, avec plusieurs centaines de milliers de points d'accès qui sont exploités. Et puis ensuite, il y a la deuxième type d'expérience sur lesquelles on participe également. Donc là, le port d'Anvers a été cité par Ronan, typiquement. Donc là, on fournit des points d'accès aussi, des routeurs sur cette expérimentation. Et donc là, ce qui est connecté, c'est typiquement des grues ou des robots mobiles qui sont connectés nativement en 5G pour le coup. Et là, effectivement, un réseau maillé Wi-Fi ne conviendrait pas parce qu'il faudrait installer des dizaines, voire des centaines de hotspots. Pouvoir garantir le handover d'un hotspot à un autre, c'est pas facile. Nativement, la mobilité n'est pas supportée sur le réseau Wi-Fi. Donc là, on voit bien qu'il y a des cas d'usage en cellulaire, 4G, 5G, sur réseau privé, qui peuvent être remplis et exploités, alors que ce n'était pas bien le cas sur le réseau Wi-Fi. L'autre enseignement de ces expérimentations, c'est que pour de la surveillance, typiquement caméras 4K qui ont besoin d'images haute résolution pour être exploitées, dès lors que vous agrégez de plus en plus de devices sur des hotspots Wi-Fi, vous n'allez pas avoir la capacité à garantir une bande passante fixe et suffisante potentiellement pour transporter ces images ou ces flux vidéo broadband. En particulier lorsqu'il y a des robots mobiles qui vont se connecter sur un hotspot, et si vous en avez un en plus, la capacité ne va pas s'écrouler, mais si vous avez des dizaines de devices qui se connectent sur un hotspot Wi-Fi de manière momentanée, les autres équipements qui étaient connectés sur ce réseau Wi-Fi ne vont pas avoir une bande passante potentiellement suffisante. La bande passante pourrait s'écrouler, ce qui n'est pas le cas sur un réseau 5G. Sur un réseau 5G, vous avez la capacité d'absorber plusieurs dizaines de milliers d'équipements, tout en garantissant des bandes passantes exploitables, quoi. Donc voilà, au niveau des retours d'expérience. Joël, sur des accompagnements peut-être au niveau d'autres pays que la France aussi, d'un point de vue européen? Chez UIT Manufacturing, en fait, nous avons plusieurs modalités d'intervention. UIT Manufacturing s'appuie sur 3 piliers d'intervention qui sont l'innovation, l'éducation et l'accompagnement de création de start-up ou de développement de PME, ce qu'on appelle business creation chez nous. Notre accompagnement se fait donc sur toute l'Europe avec des projets qui sont des projets co-construits par plusieurs acteurs à la fois, et nous les accompagnons. Donc nous avons un appel à projet, un ou peut-être 2 appels à projet par an, un appel à projet jusqu'à maintenant et 2 appels à projet qui viendront. Et donc nous souhaitons accompagner bien entendu des transformations d'entités vers des ateliers plus flexibles, des ateliers plus automatisés, plus robotisés. Alors je pourrais citer plusieurs applications
qu'on souhaiterait accompagner dans notre prochain appel d'offres qui aura lieu au mois de mars de 2022. Donc la 5G peut nous permettre d'approfondir des usages existants, mais de les traiter à une plus grande échelle, plus massivement et plus rapidement. Par exemple, on peut penser à l'utilisation de flux vidéo au débit pour sécuriser des sites au moyen de caméras ou drones. Alors des sites, mais ça peut être aussi des installations industrielles, ça peut être des installations tout court ou des infrastructures. Je prendrai comme exemple l'infrastructure du réseau électrique français, Enedis aujourd'hui, qui est le responsable des infrastructures françaises, envisage d'utiliser, grâce à la 5G, massivement des drones et de remplacer par l'inspection avec des drones, des inspections qui étaient faites auparavant par hélicoptère, ce qui a un intérêt en termes de business model qui est une application évidente d'un gain massif que l'on peut faire grâce à la 5G. On peut penser également à des robots intelligents capables d'effectuer des tâches complexes et interactives dans un environnement où travailleraient des opérateurs. Et pour ça, la 5G, avec à la fois sa très grande densité d'échange d'informations et son instantanéité, son quasi-instantanéité à la fois de captation d'informations et de génération de commandes, est très très adapté à un environnement dans lequel des machines et des hommes puissent travailler dans le même espace. Et puis enfin, on peut penser aussi au recours à des jumeaux digitaux pour optimiser les opérations et modéliser l'impact des changements avant leur application. Donc on attend donc des projets en coopération entre entreprises européennes, puisque la règle de notre accompagnement, c'est d'avoir des projets qui s'appuient sur plusieurs entreprises qui ne sont pas situées dans la même région européenne. Et on attend donc des projets que nous accompagnons financièrement avec une demande de retour sur les investissements. Alors justement, bonne transition sur le ROI, puisque vous avez tous planté le décor concernant quelques études de cas, même si vous ne les avez pas toutes listées dans ce que vous faites dans vos entreprises respectives ou vos institutions. Est-ce qu'on pourrait justement refaire un focus à tour de rôle dans l'ordre que vous le souhaitez, notamment pour insister peut-être davantage sur les limites, comme je l'ai évoqué en introduction, ou les avantages et les inconvénients d'une technologie par rapport à une autre. Et donc du coup, vous avez compris, en face de ça, je dirais les critères justement pour construire le bon business model, quoi. Qui commence ? Je vais lancer. En fait, déjà quand on est nous Orange Innovation, mais en support d'EBS, Orange Business Service, appelé à donner notre expertise sur des choix technologiques. Déjà, effectivement, comme a été dit avant, il y a certains cas d'usage qui ne seraient pas forcément facilement adaptés à une technologie. Donc déjà, on pourrait dire, le Wi-Fi ne suffira peut-être pas à faire de la qualité différenciée et donc de supporter différents cas d'usage en même temps. Par contre, avec le Wi-Fi 6, on sait qu'on a maintenant des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'avoir un meilleur support d'une haute densité de points d'accès et donc du trafic finalement bien meilleur en termes de performance, capacité, ce qu'il pourrait avoir avec les versions précédentes. Puis en plus, avec le Wi-Fi 6, on va avoir accès aussi à une nouvelle bande de spectre dans les 6 GHz qui est propre. Donc en fait, on va une partie des problèmes qu'on voit souvent dans les
plaintes clients sur la bande passante est déjà bien congestionnée, le Wi-Fi devient inutilisable. C'est plutôt, il y a déjà beaucoup d'usages en fait historiques dans la bande 2.4 et maintenant dans la bande 5G. Donc avoir accès avec le Wi-Fi 6 à une nouvelle bande propre va permettre aussi de développer des usages. Donc l'aspect ROI, il faut voir qu'apporte ce cas d'usage et est-ce que on vient remplacer une technologie qui est obsolète, donc de toute façon il y avait un remplacement à effectuer, ou est-ce qu'on vient finalement amener une connectivité à des machines qui n'en avaient pas et donc à changer complètement un process. Et c'est ça qui est vraiment clé dans l'analyse, c'est que la technologie, effectivement, il y a un investissement. Alors après, le business model peut être différent. On a différentes façons de voir les choses. Et avec la 5G, on devrait avoir, grâce à la virtualisation des fonctions réseau, la possibilité d'avoir plutôt des réseaux à la demande. Donc finalement d'avoir un coût flexible en fonction des ressources qui sont utilisées. Ce qui est déployé au départ, c'est finalement la base d'une infrastructure, mais avec les fonctions virtualisées, on pourra activer des ressources, des nouvelles fonctionnalités à la demande pendant la vie d'un projet. Et dans une usine, il y a des usines qui vont être reconditionnées, qui sont réadaptées, des nouvelles lignes de production sont réadaptées. Donc il y a peut-être des ressources réseau qui étaient nécessaires pour un cas d'usage qui ne vont plus l'être pour un autre. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un réseau qui soit adapté et que les ressources qui soient adaptées. Donc là, la 5G le permet. Donc ça peut permettre des nouveaux business models. Et ce qu'on voit aussi arriver avec la 5G et les évolutions dans les réseaux, c'est de nouveaux acteurs. Donc en fait, on voit l'arrivée de l'Open RAN dans les réseaux 5G. On voit l'arrivée de la virtualisation, ce qui fait que finalement, on a un rapprochement entre des acteurs télécoms et les acteurs IT qu'on connaît déjà et qui sont déjà, pour certains, déjà présents dans des domaines industriels. Donc, ce qu'on pense, c'est que voilà, on est au tout début d'une révolution. Alors, on parle souvent de la quatrième révolution, je crois, industrielle avec l'industrie 4.0. On est au tout début. Les réseaux en eux-mêmes sont une brique, mais ça accompagne un changement de paradigme. Et donc, ce changement de paradigme va s'accompagner d'un changement pour le business model. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément être dans j'apporte une connectivité pour les 10 ans, et puis quand la technologie va devenir obsolète, et vous reviendrez me voir. Non. Là, on va avoir des évolutions beaucoup plus régulières, et avec des nouveaux acteurs qui, certains, vont arriver et vont être spécialisés sur un domaine industriel. Donc, je n'ai pas forcément répondu à la question du ROI, mais c'est plutôt le changement d'approche qui va être important dans les années à venir. Alors moi je suis assez d'accord avec cette approche. Effectivement, aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on parle beaucoup, on se figure que le déploiement d'un réseau 4G ou 5G privé est très cher. C'est encore vrai, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros de déployer un réseau privé sur un site industriel, typiquement. Alors qu'un réseau Wi-Fi, ce qu'on a en tête pour le capex d'un réseau Wi-Fi, c'est beaucoup plus faible que ça. Ça peut être quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, si je puis dire. Donc ça, c'est pour la partie capex. Maintenant, cette partie capex, effectivement, réseau 5G, elle va diminuer avec l'arrivée du network slicing et de l'Open RAN qui va faciliter l'accès, l'arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché-là et la commercialisation de services de network, de services fonction réseau sous forme de services logiciels. Donc là, on va avoir une diminution des coûts et de l'investissement CAPEX nécessaire pour ces réseaux 5G. Ensuite, dans le ROI, il y a bien sûr l'OPEX. Et là, je dirais l'OPEX sur les réseaux privés 5G est bien réduit par rapport au réseau Wi-Fi, potentiellement, s'il y a des besoins de reconfiguration régulière des réseaux wireless. J'entends une entreprise qui va vouloir déplacer ses lignes de fabrication de manière régulière, qui va vouloir déplacer ses points d'accès réseau filaires sur lesquels connecter ses hotspots. S'il faut faire ça tous les 6 mois en fonction, ou tous les ans en fonction des nouveaux lancements de fabrication, des nouvelles
des nouvelles fonctionnalités requises sur la ligne de fabrication, l'OPEX des réseaux Wi-Fi devient faramineuse. Et avoir un réseau 5G sur lequel, je qualifierais de plug and play, l'authentification et l'opération des devices sur un réseau 5G, votre antenne, elle ne bouge pas, elle assure la couverture aussi bien en indoor qu'outdoor, et les devices, avec leur SIM, sont authentifiés de manière un peu, transparente pour les opérateurs qui exploitent ce réseau local. L'enjeu, il est bien là. C'est qu'avec les réseaux 5G, on ne s'adresse pas aux ingénieurs télécoms dans une entreprise. On ne nécessite pas des ingénieurs, des profils très évolués, mais qu'on puisse rendre abordable pour des opérateurs OT ou IT cette exploitation de réseaux privés. Donc l'enjeu au niveau du ROI, il est bien là. Et je pense que le network slicing et l'open RAN qui arrivent vont faciliter justement ces fournitures de services. J'avais compris aussi que Joël évoquait tout à l'heure déjà, avant que je pousse cette thématique d'une manière un peu plus détaillée, effectivement, cette volonté au niveau des appels d'offres, c'est ça? De pouvoir effectivement bâtir ou d'aider à consolider des modèles économiques, c'est ça? Oui, alors effectivement, beaucoup de choses viennent d'être dites, mais pour compléter, je pense que ce qui est important de se figurer, c'est de comprendre que l'on va pouvoir connecter une très grande densité d'objets. On parle, comme potentialité avec la 5G, on parle d'un million d'objets ou de machines au kilomètre carré. Donc une énorme densité d'objets. On va donc pouvoir numériser, digitaliser d'une manière beaucoup plus profonde tout ce qui est atelier, tout ce qui est usine. Et avec ces modèles, évidemment, il va y avoir à la fois une explosion de données, mais beaucoup plus de flexibilité et de souplesse qui vont être rendues pour les ateliers futurs qui seront couverts par l'utilisation des réseaux 5G. Et en termes de ROI, puisque c'était la question, on peut imaginer par exemple, que la maintenance prédictive est un moyen qui va se généraliser, est une façon d'apporter du ROI intéressant à la digitalisation des ateliers et des usines. Je pense également qu'avec cette révolution digitale, il y a un certain nombre de sujets que l'on n'a pas encore complètement inventés, il y a un certain nombre de pistes qu'on n'a pas encore fouillées, et que des nouveaux modèles vont s'appliquer. En fait, je pense que les usages sont à inventer. Et que même si beaucoup sont prévisibles, on va être surpris par l'inventivité des acteurs pour aller chercher du ROI. Ok, alors avançons un petit peu parce que le temps nous est compté. Si on parlait un petit peu, puisqu'on a parlé d'équipe mixte, forcément c'était évident sur ce genre de transformation, je dirais à la fois telco et informatique au sens large dans les différentes filières industrielles, on va dire ça comme ça notamment. Du coup, voilà, on savait déjà qu'on avait effectivement une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec, je dirais, l'ouverture déjà existante des réseaux informatiques des entreprises, qu'elles soient encore une fois petites, moyennes ou grandes. On en remet effectivement un petit peu une couche, on va dire ça comme ça, avec effectivement l'avènement, je dirais, d'usage d'objets connectés de manière un peu plus poussée, un peu plus massive. Comment vous, que ce soit chez Sierra notamment et chez Orange, vous voyez les choses? Quelles sont vos préconisations dans une démarche projet ou sur d'autres aspects?
Alors, je vais commencer en essayant d'être rapide pour ne pas manger le temps. Chez Orange, on accompagne en fait les clients dès le début. Donc, la sécurité fait partie des points clés de l'analyse d'un projet. Et donc, on a vraiment ces sécurités par design sur des deux côtés de la chaîne. C'est-à-dire côté device et côté réseau. Donc côté réseau, effectivement, on met en place, quels que soient les réseaux, des analyses, on fait des audits et on met en place les règles de sécurité qui sont préconisées par tous les organismes. On fait très attention, effectivement, et c'est des demandes de certains types de clients. En particulier, on a pu le voir avec les cas de Schneider ou de la Croix Group, avec qui on a fait ce projet de co-innovation, c'est qu'en fait, ils ont des données qu'ils ne souhaitent pas voir sortir de l'usine. Et par contre, il y en a d'autres où, au contraire, ils souhaitent les voir sortir de l'usine, puisqu'ils ont plusieurs usines dans le monde, et donc en fait elles sont traitées dans un cloud, dans un data center qui n'est pas sur l'usine. Donc en fait là il y a un point important, et je dirais qu'il est presque indépendant de la technologie qu'on choisit, que ce soit 4G, 5G ou Wi-Fi, c'est que ces règles, elles doivent être établies dès le départ, et elles doivent faire l'objet d'un suivi sécurité, comme on a voilà, à la maison, vous mettez à jour votre antivirus. Il faut constamment s'assurer que les règles sont suivies, que les process de partage, des choses simples comme qui a accès à quelle machine, sachant qu'il y a souvent il peut y avoir plusieurs prestataires qui sont impliqués dans un projet. Donc ça, c'est très important parce qu'effectivement, certains projets, le port d'Anvers, c'était un projet où il y a eu un réseau qui a été déployé, mais avec plusieurs clients industriels qui étaient sur le port d'Anvers. Donc, ils ont tous demandé à pouvoir avoir une assurance que leurs données n'étaient pas visibles par un autre. Donc, avec la 5G, c'est possible. On a des moyens d'amener de l'étanchéité complète entre des slices, avec des APN dédiés également. Mais il faut avoir la rigueur pour le faire. Et chez Orange, on le fait, on a Orange Cyberdéfense qui assure aussi l'expertise là-dessus. Et c'est ce qui fera sûrement la différence entre certains acteurs qui peut-être verront l'aspect low cost d'abord, sécurité ensuite. On voit ce qui s'est déjà passé sur d'autres segments. Donc c'est vraiment important. Et côté device, il y a l'équipe chez Orange Innovation, on a une équipe qui fait de la validation de device, et ça inclut aussi l'audit de sécurité. Ce qu'on a fait sur des devices, que ce soit LoRa, 5G ou 4G. Ronan pas Ronan, pardon, du coup, excuse-moi, Benoît. Donc moi, c'est plutôt côté device qu'on apporte notre expertise, effectivement. Donc côté device, 4G, 5G, je pense qu'on a un devoir d'accompagnement dès le début également de nos clients. Donc on aime bien être impliqué très en amont sur le choix de la technologie et des produits avec nos partenaires. Pour ces déploiements en 5G privé, on voit qu'on a été impliqué assez rapidement avec les fournisseurs d'infra. On a déployé plusieurs projets avec Ericsson en particulier et Nokia. D'accord, en fonction des zones géographiques dans le monde. C'est surtout des projets d'innovation et d'époque qui ont été déployés jusqu'à maintenant, mais ce qu'on voit, c'est que c'est très important de faire un assessment du cas d'usage et des besoins. Alors la première chose, c'est quel va être le besoin en termes de mobilité. Est-ce qu'il y a un seul site à couvrir ou du multisite ? Donc là, ça va pouvoir driver éventuellement le choix des fréquences. En 5G, on n'a pas tellement parlé des fréquences, on en a surtout parlé dans le cadre du Wi-Fi, on en a parlé avec l'arrivée du 6 GHz. Mais en 5G, on a également tout un spectre très large de fréquences qui sont disponibles, et en particulier des fréquences non licenciées qui vont être disponibles. Donc le 5 GHz qui est déjà disponible, la 6 GHz qui a été spécifié également dans la release 17 là, qui arrive. Donc pour du multisite et des grands industriels comme Airbus ou des constructeurs automobiles
qui vont vouloir avoir des équipements à traquer non seulement au sein d'un site industriel, mais que potentiellement vont pouvoir être envoyés sur un autre site industriel où à nouveau ils vont avoir besoin d'être traqués, utiliser des bandes de fréquences dédiées sur ces multisites, des bandes de fréquences que l'industriel va maîtriser à travers ces différents sites, va pouvoir également garantir ce type de cas d'usage. Donc un des premiers critères, je dirais, c'est quid de la mobilité et de la gestion multisite. Mobilité intrasite, indoor, outdoor, et mobilité extrasite sur du multisite. Ça, c'est un driver important dans les choix des technos qui peut amener à choisir justement de la 5G privée. Deuxième critère important, c'est la latence. Effectivement. Donc là, quand il s'agit de faire du monitoring à distance, de la surveillance à distance, sur un point d'accès, sur une caméra, je dirais la latence n'est pas très importante. Si en revanche on a besoin de faire communiquer plusieurs équipements entre eux à travers l'infrastructure, avec une très faible latence, alors là on peut en parler dans l'industrie, mais hier je parlais aussi d'un cas tout à fait exotique qui est des salles de jeu. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ne sont pas familiers avec des escape games ou avec des jeux, des laser games. Donc là vous avez plusieurs individus dans une salle qui doivent communiquer entre eux avec une très faible latence. Donc là le Wi-Fi ne répond pas forcément à la question. Donc en site industriel, on imagine des cas équivalents où vous avez plusieurs équipements qui doivent communiquer entre eux avec une très faible latence. Dans ces cas-là, la 5G est tout à fait indiquée. La latence, donc c'est un deuxième critère après la topologie et la mobilité. Ensuite, il peut y avoir un troisième critère, c'est l'évolutivité des devices à connecter dans le temps. Donc si vous n'avez pas un réseau et un projet qui est déployé, je dirais à T0 et puis qui va être figé dans les quelques mois qui suivent le lancement du projet, mais qu'il faut le gérer de manière flexible sur plusieurs années. Là j'en parlais, l'OPEX d'un réseau Wi-Fi peut être importante. Alors sur un réseau cellulaire, vous avez de la manière très flexible la possibilité d'ajouter des devices, des capteurs au fil de l'eau. Donc voilà pour un certain nombre de critères qu'il est important de saisir très en amont du projet pour accompagner le client sur des bons choix. Alors juste peut-être une dernière intervention de Joël, et puis on s'arrêtera peut-être là, même si on n'a pas abordé l'ensemble des sujets. Ce que je voulais peut-être souligner avec Joël, c'est peut-être partager une vision européenne. Alors est-ce que c'est dans le prolongement de tout ce qui relève de la souveraineté des données, qui est effectivement encore en marche, on va dire, sur le côté législatif européen. Une vision peut-être de l'EIT sur cet aspect sécurisation des données, peut-être. Alors, la sécurisation des données est évidemment un sujet très important. Je crois que la 5G, telle qu'on le voit, 5G public, mais surtout aussi 5G privé, renforce la sécurité. Il y a des moyens de transmission qui sont plus discrets, qui peuvent être indétectables, notamment, et donc assurer une meilleure sécurité. Ce qui n'a pas été vu au niveau européen, parce que c'est pas si simple, c'est le découpage et l'attribution des fréquences, puisque chaque pays est allé dans sa propre législation pour attribuer des fréquences qui sont, hélas, différentes d'un pays européen à l'autre. Je ne sais pas vraiment si c'est absolument rattrapable, mais c'est vrai que pour des grands industriels qui sont multisites en Europe, si on prend par exemple le cas d'Airbus sur Toulouse ou sur Hambourg, ce serait plus rationnel d'utiliser exactement les mêmes gammes de fréquences, et ça n'est pas certain qu'ils puissent le faire. Donc c'est un peu une faiblesse que pour le moment en Europe. Il faudrait une meilleure coordination entre les États ou alors une supervision européenne
pour essayer d'harmoniser tout cela. Là encore, je pense que il y a beaucoup de choses à inventer, à tester, et c'est vrai que avoir une homogénéisation au niveau de l'Europe serait la bienvenue. Et pour le moment, on ne peut que la souhaiter. C'est pas faux. Je propose qu'on en reste là, même si effectivement on n'a pas abordé tous les thèmes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je crois qu'il y a des micros en fait le long. Alors oui. Du coup, il suffit de prendre le micro en fait, et puis vous le passez en fait. Allô? Oui. Bonjour, François Doumar, je suis spécialiste des usages et des communications hommes et objets. J'avais en fait deux petites questions, une question pour Sierra et une question pour Orange. Donc pour Sierra, donc on comprend bien que en fait la 5G dans les usines, c'est pour apporter une valeur augmentée aux objets mobiles qui ont besoin d'une latence minimale, qui ont besoin vraiment de ce que la 5G apporte comme réseau principal. Mais si de tels objets nécessitent une connectivité sans fil, c'est qu'elles sont positionnées à des endroits un petit peu compliqués, sur les bras d'un robot ou dans des endroits d'usine où il faut faire des mesures de télémétrie, etc. Ça veut dire que ces objets nécessitent d'avoir une autonomie énergétique d'une manière ou d'une autre. Alors par rapport aux faux produits, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de produits, vous avez des choses qui apportent une telle solution. Du coup, c'est l'occasion d'aborder le thème, les terminaux. Oui, mais parce que j'ai travaillé avec Wirela dans le passé, donc voilà. La question pour Orange, c'est par rapport au 5G privé dans les sites industriels. Est-ce que c'est censé remplacer la 5G publique? Est-ce qu'elle est censée se connecter à la 5G publique? Si l'entreprise souhaite offrir un accès au portable des visiteurs, des fournisseurs, des partenaires, même des employés, comment ça marche? Est-ce qu'il y a une connectique avec le réseau public ou est-ce qu'il y a deux réseaux qui se superposent? Comment ça marche? Alors je vais commencer par répondre à la première question concernant les devices. Donc là, effectivement, quand il y a une problématique de fourniture d'énergie, s'il n'y a pas de plug d'alimentation possible et que le capteur fonctionne sur batterie, donc là, il y a deux cas possibles. Soit le capteur, il nécessite une communication bas débit pour envoyer de la télémétrie ou des données de maintenance. Auquel cas, aujourd'hui, on a déjà déployé pas mal de capteurs en LTE 4M ou Narrowband IoT qui sont connectés avec des modes de sauvegarde d'énergie. Donc là, ça a été parfaitement standardisé dans le cadre des releases 3GPP sur le LTE. Donc là, on parle de mode PSM, Power Saving Mode étendu, qui permettent au device de s'endormir tout en gardant une adresse IP et pouvoir se connecter avec une très faible demande d'énergie quand il doit se rallumer et se connecter au réseau. Et puis ensuite, vous avez des modes un peu moins drastiques qui consistent juste à mettre à étendre en fait les paging cycles, c'est ce qu'on appelle le Extended DRX. Et donc là, on atteint des niveaux de consommation qui sont très faibles, de l'ordre de quelques dizaines de microampères pour des devices qui sont dans ce mode-là. Donc là, le device ne s'éteint pas, pour le coup. En revanche, on augmente bien entendu la latence avec des prises de rendez-vous entre le device et le réseau qui sont régulières, sur les paging cycles qui peuvent s'étendre jusqu'à plusieurs dizaines de minutes. Et donc là, on atteint des niveaux de consommation énergétique qui sont très bas. Et donc ça, ces standards LTE 4M ou Narrowband IoT, ils sont repris intégralement dans le standard 5G. Donc on peut dire quelque part que c'est déjà disponible. Ouais. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si on pourra prendre une deuxième question parce qu'on a déjà un peu débordé au niveau du timing. Je propose que Ronan réponde à la deuxième question peut-être. Oui, alors donc effectivement, alors c'est des cas de figure qui ont été identifiés, c'est-à-dire qu'effectivement dans les réseaux privés, on a plusieurs types de réseaux privés en fonction du besoin. Donc on peut imaginer qu'effectivement, par exemple, prenons le cas ultime, une centrale nucléaire ou une plateforme pétrolière, il n'y a pas de visiteurs et au contraire, on n'a pas envie que des visiteurs puissent se connecter au réseau. Donc là, on est dans ce qu'on appellerait un réseau complètement stand-alone
donc dédiées. Et dans ce cas-là, les ressources ne sont utilisables que pour les utilisateurs ou les machines qui ont accès à ce réseau, donc avec des SIM spécifiques, donc, et ne se connectent pas au réseau public. Par contre, quand on est dans un cas de figure à l'autre extrême, c'est un réseau public qui a été déployé et on crée un virtual private networks. Et donc dans ce cas-là, il y a des fonctionnalités ou des ressources qui peuvent être réservées à ce client, mais le réseau est une extension, on pourrait dire, du réseau public, avec potentiellement, pour certains groupes d'utilisateurs ou de machines, parce qu'on est quand même beaucoup dans l'IoT et les machines, un accès à des plateformes de services qui, elles, ne sont pas disponibles pour les utilisateurs lambda, les visiteurs par exemple. Et puis au milieu, et on a le cas qui est le plus complexe mais qui est le plus intéressant pour tous, c'est le cas hybride, où là en fait on a des machines qui elles n'ont accès que à une partie des ressources, et qui sont des ressources radio dédiées, et des ressources publiques qui elles sont accessibles pour les visiteurs et pour des usages habituels. Et donc dans ce cas-là, les modèles, alors ça peut être du RAN sharing, avec potentiellement, avec la 5G SA, on va avoir ces modèles aussi, des possibilités d'accéder à des cœurs spécifiques. Donc on pourrait dire que tout ce qui doit être traité sur place sera traité sur place avec un accès à des plateformes de services qui, elles, sont dans l'usine. Et par contre, le visiteur, lui, quand il vient, c'est transparent, il a quand même accès à l'infrastructure radio, mais lui, il est connecté au réseau cœur de l'opérateur. Donc il y a ce modèle. Alors le 5G ASIA, par exemple, auquel Orange participe, a défini ces différents types d'architecture. Et puis ensuite, ce que ça implique au niveau hardware, c'est-à-dire au niveau des équipements, c'est-à-dire qu'il faut avoir des équipements qui sont capables de supporter ces deux réseaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode hybride, qui est un peu plus complexe, mais comme je dirais, qui a plus de fonctionnalités ensuite et qui permet d'avoir des cas d'usage dans l'usine et avec une flexibilité pour sortir aussi. Donc si vous voulez poser d'autres questions après au niveau de nos interlocuteurs, n'hésitez pas en dehors de la salle, mais là, le timing est un peu serré, on a légèrement débordé. Excusez-nous.